Bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e Café Export où nous allons parler d'agroalimentaire et d'exportation. Il est 10h moins 1, donc on va laisser le temps à tout le monde de s'enregistrer comme d'habitude. Cette semaine, nous avions 145 inscrits. Juste simplement pour rappel, les cafés export sont enregistrés, disponibles en rediffusion sur notre page web dédiée et sur notre chaîne YouTube de la Chambre. Cette semaine, nous avons une petite nouveauté. Nous avons deux commanditaires, donc EDC et la presse, qui se joignent à nous, en plus de nos commanditaires habituels qui sont DEC, Développement économique Canada et le Québec. Donc voici. Nous avions 145 inscrits. Je vais encore laisser 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde arrive, puis on va enchaîner. On a beaucoup de contenu aujourd'hui. On a une première présentation de Groupe Export de Martin qui va nous présenter un petit peu Groupe Export et un peu l'état de l'agroalimentaire au niveau des exportations pour le Québec. Et ensuite, j'aurai une discussion avec Ali sur lequel on va parler un petit peu de son retour d'expérience sur son expérience, c'est ça, pendant la période un peu compliquée, puis son expérience à l'international de façon générale, Ali, de l'entreprise Zinda Couscous du Québec. 11e Café Export, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avions 145 inscrits. Comme je vous l'ai dit, nous enregistrons les webinaires, ils vont être en diffusion sur la chaîne YouTube et sur notre page web dédiée. Cette semaine, petite nouveauté, des commanditaires supplémentaires avec EDC et la presse. Et bien sûr, on remercie toujours Développement économique Canada et le Québec à travers le MEI de nous soutenir aussi. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec la phase de veille, simplement parce qu'on a beaucoup de contenu aujourd'hui et donc je ne veux pas trop perdre de temps. Après, je me fais gronder. Banque mondiale, on a une contraction de 5,2 du PIB mondial, pas une grande surprise. L'article est relativement intéressant, je vous invite à le lire. Je ne vais pas étayer beaucoup plus. L'Espagne, une contraction du PIB record, donc ça, au niveau de l'Espagne, on parle entre 9 et 11,6 sur un PIB en 2020, un recul de PIB en 2020. C'est quand même assez important par rapport aux autres pays européens. Principalement dû à la crainte des non-revenus de tourisme en fait, qui vont être générés sur les périodes juillet-août principalement. Amérique du Nord, rebond de l'emploi au mois de mai. Donc ça, c'est entre guillemets la bonne surprise du mois de mai. Les États-Unis sont passés d'un taux de chômage de 14,7 à 13,3 et le Canada, je n'avais pas le chiffre avant, mais on est à 13,7. C'est bien sûr dû et en corrélation avec la réouverture des entreprises progressives. Donc, le bassin de l'emploi, en tout cas du non-emploi, réduit légèrement. Et on espère que ça va continuer dans la même dynamique. Dégringolade des exportations et importations canadiennes en avril. Non plus, ce n'est pas une grande surprise, je vous le dirai. C'est bien évidemment la conséquence d'un mois de mars assez mitigé et des mois de février aussi. Peut-être qu'en mai, on aura une petite relance, mais même pas sûr. Donc, pour vous donner les chiffres, on est à moins 29,7 en termes d'exportation et à moins 25,1 en termes d'importation. Et on a une balance commerciale entre l'importation et l'exportation qui est déficitaire d'à peu près 3,3 milliards. Donc, c'est légèrement agrandi aussi. Ça veut dire surtout qu'il y a un gros effort à faire après pour la relance au niveau de l'exportation et même de l'importation, parce que l'importation veut dire importer pour mieux exporter souvent. Oui, des chiffres assez logiques, je vous dirais, mais quand même assez impressionnants. Au niveau du transport maritime, un article très intéressant, je recommande, si vous faites du transport en bateau, même de façon générale, je pense que quand on fait de l'exportation ou de l'importation,
Je lisais dans l'article que 80% des échanges mondiaux se font par bateau. Un article intéressant qui promet, entre guillemets, une crise maritime. À peu près 400 000 marins sont bloqués soit à la maison, soit sur des bateaux à cause de la crise du coronavirus pour différentes raisons. Et en fait, la rotation d'équipage ne se fait plus comme avant et les équipages, ça fait très longtemps qu'ils sont sur les bateaux. Donc, il y a un manque d'équipage. Et du coup, on arrive vers une crise progressive puisque certains bateaux refusent de retourner en mer si on ne leur change pas l'équipage. Donc, on pourrait arriver vers une crise maritime très rapidement. Dans les autres bonnes nouvelles de la semaine, PME Montréal qui reçoit, enfin la ville de Montréal et PME Montréal qui reçoit un fonds supplémentaire de 50 millions, 30 millions versés par Développement économique Canada à travers un fonds d'aide et de relance régionale et bonifié de 20 millions par le Québec versé directement à la ville de Montréal sur son plan d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, une bonne nouvelle, des aides supplémentaires, une partie en subvention pour essayer de supporter le maximum d'entreprises qui ont subi la crise. Une ouverture des candidatures pour le Global Innovation Forum 2020 à Osaka. Donc ça, c'est la Chambre de commerce et d'industrie d'Osaka qui nous a contactés pour lui référer des entreprises qui pourraient, donc c'est un concours, qui pourraient présenter leurs services lors du Global Innovation Forum 2020. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un petit courriel avec une petite description de votre entreprise si je ne vous connais pas. Et je vous expliquerai un petit peu les démarches à suivre pour cet appel à candidature. Un autre appel à candidature, celui du défi canadien d'exportation. Donc, c'est un programme supporté par EDC, SDC, donc UPS, Mastercard et Scotiabank. C'est un programme d'une journée. Il existait avant, mais de façon physique. Ils le rendent digital dû au contexte. C'est pour les startups et les scale-up, mais je vous dirais que c'est ouvert assez largement à toute PME exportatrice. Pour gagner un prix cash de 2 500 $ et des supports de 100 000 $. Donc, même principe que pour Osaka. Si vous voulez plus d'informations, envoyez-nous un petit courriel. On sera ravis de vous transférer les informations nécessaires pour la candidature. Et sinon, vous avez le lien du site web directement à intégrer dans la présentation. Pour Osaka, ne vous étonnez pas, il n'y a pas de lien web. Donc, envoyez-nous un courriel si vous voulez plus d'informations. Transport aérien, rapidement, l'OACI a soumis des recommandations sanitaires pour relancer le secteur aérien. Donc, si vous êtes curieux de comment vous allez voyager dans les prochains mois, c'est un petit peu ça qui est dit dans l'article. Un petit point sur l'ASEUM. Donc, c'est le nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, pour ceux qui ne le savent pas, qui rentrera en vigueur le 1er juillet. Donc, ce n'est pas vraiment une nouvelle, en tout cas. Il y a eu quelques mises à jour, mais c'est plus un outil. À travers ce lien, vous avez toutes les mises à jour qui sont faites sur l'accord. Donc, si vous faites du commerce avec les États-Unis ou avec le Mexique, je vous encourage à regarder cet accord qui va entrer en vigueur le 1er juillet. Donc, préparez-vous. Et enfin, dernière bonne nouvelle, et je vais être pile dans les temps, un premier label décerné, donc le label de Safe Travel qui est décerné par le World Travel and Tourism Council au Portugal. Donc, ils ont lancé un label tout simplement pour rassurer les touristes que les pays avaient pris les mesures nécessaires pour que tout le monde voyage en sécurité, etc. Il y a plusieurs conditions pour recevoir ce label, le Portugal étant le premier pays à le recevoir. Ça peut être intéressant si vous projetez de voyager au Portugal. La semaine dernière, on a parlé de Chypre. Cette semaine, le Portugal, vous comprendrez un petit peu qu'on aime bien les destinations de voyage proches de la Méditerranée. Bon, en tout cas, c'est mon cas, mais on essaiera d'agrandir cette zone la prochaine fois.
Ça va faire le tour pas mal pour la partie news. Si jamais vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux. Je suis un tout petit peu en avance. Et sinon, s'il n'y a pas de questions, comme je semble le voir, je vais simplement passer la parole à Martin, qui va nous présenter un petit peu Groupe Export, comment ils travaillent et un petit peu quels sont leurs constats sur le secteur agroalimentaire au Québec. Martin, je te cède la parole. Merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour discuter des impacts de la pandémie de COVID-19 sur les exportations agroalimentaires. Je pense que c'est aussi très pertinent pour nous d'être avec vous, même si la production agroalimentaire, ça touche vraiment toutes les régions du Québec. Il y a la plus grande partie de nos membres sont dans la région de Montréal, dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, très à propos pour la région. Avant de commencer, si je peux vous présenter le groupe Export agroalimentaire, on est été fondé en 1990 et on est la plus grande association d'exportateurs au Canada avec plus de 500 membres, un conseil d'administration formé de 15 personnes et maintenant on a 15 employés. Nous sommes basés sur la rive sud de Montréal à Sainte-Julie. Qu'est-ce qu'on fait en fait le groupe Export? Quels sont nos principaux secteurs d'activité? En fait, pendant longtemps, le principal secteur d'activité, ça a été les salons commerciaux, les salles demeure. Évidemment, là, vous comprenez que c'est un des secteurs qui va être le plus touché dans nos activités pour presque tout a été annulé d'ici la fin de l'année. Donc, on a une réduction considérable de nos activités. On faisait entre 25 et 30 salons commerciaux par année avec une équipe dirigée par Hicham où on avait 3 conseillers à l'exportation là, qui couvraient les différents salons. Ensuite, on a aussi des missions commerciales. On a un service d'étiquetage et de réglementation où nous faisons la révision des étiquettes, des emballages sur les produits pour le Canada et pour les États-Unis. Et ensuite, on a la plateforme Novia, donc une division de transport et logistique où on a des tarifs groupés. Vraiment très, très concurrentiel pour l'expédition de documents et aussi d'échantillons. On va le voir plus tard, mais la crise actuelle nous force ou nous a incité à travailler plus rapidement sur des projets d'expansion qu'on avait pour la plateforme Novia. Et aussi par le service transport, on a tout le service de consolidation, donc tous les participants dans les salons internationaux peuvent envoyer leurs marchandises, leurs échantillons pour être consolidés. C'est des coûts qui sont très élevés pour les entreprises. On est en mesure d'être très compétitif en le faisant pour les participants. Et finalement, on a un service de formation qui généralement là, se faisait à nos bureaux sur différents sujets et on va voir aussi que c'est un des éléments qui a dû être adapté avec la situation actuelle. Donc, si on regarde les impacts de la COVID-19, c'est vraiment des impacts à géométrie variable. Et si on regarde chez nos membres, la réaction et l'impact est vraiment différent sur les ventes. Il y a des entreprises qui ont vu ceux qui étaient principalement présentes dans les ventes au détail, qui ont vu leurs ventes exploser, là, croissance de 30-40 %, tandis que d'autres qui étaient plus axés vers le secteur de la restauration ont des baisses de chiffre d'affaires de 50 %. Il y en a qui ont un peu arrêté de fonctionner. Donc, on est vraiment dans des dynamiques
fort différentes en fonction, je dirais principalement du portfolio de vente. Alors, si on était concentré sur le secteur de vente au détail, il y a une croissance fulgurante qui a été observée. Et dans la restauration, c'est vraiment difficile et ce n'est pas nécessairement vrai pour un secteur en entier. Si on regarde, par exemple, dans les poissons et fruits de mer, le crabe est un produit qui se vend davantage en épicerie et le homard en restauration. Donc, l'impact sur les prix a été différent pour le crabe versus le homard. On a vu qu'il y a par exemple, la consommation d'œufs, de bacon était vraiment impactée négativement par la fermeture de tous les restaurants déjeuner. Donc, c'est vraiment on ne peut pas dire que toutes les entreprises ont été touchées, mais c'est vraiment pas tout le monde qui est touché de la même façon. Si on avait un produit de commodité également, je pense que c'est beaucoup. On a vu les ventes exploser en général ou augmenter, tandis que les produits de niche, des produits qui sont vendus dans des petites boutiques versus les grandes surfaces, il y a aussi une différence importante parce qu'on a vu que les gens ont essayé en fait, de centraliser leurs achats. Donc, c'est vraiment les ventes en épicerie qui ont augmenté versus les ventes dans des boutiques spécialisées. Même les ventes de Costco au Canada, aux États-Unis ont été en baisse pour les raisons d'accès, mais aussi c'est moins un endroit où on peut acheter tout ce qu'on a besoin juste en une sortie pour faire les courses. Donc, présentement, quand on va parler de reprise, on se laisse avec des entreprises là, qui ne seront pas du tout au même endroit. Et si on regarde dans les exportations agroalimentaires au Québec, c'est environ 9 milliards d'exportations par année. Et il va y avoir un impact. On n'a pas encore les chiffres, donc je ne présente pas aujourd'hui les chiffres, l'impact en termes d'exportation, en termes de baisse en pourcentage, mais on a des discussions avec les joueurs majeurs dans la plupart des secteurs. Et si on regarde là, sur 9 milliards d'exportations au Québec, il y a plus d'1 milliard, peut-être 1,5 milliard cette année là, qui est en exportation de porc. Il n'y a pas eu énormément de changements dans les exportations, à part ce qui est lié aux baisses de production liées aux fermetures d'usines, par exemple. Et des marchés comme la Chine, le Japon, les États-Unis se sont maintenus. Et encore là, principalement parce que c'était destiné à fournir des usines de transformation dans les autres pays pour fabriquer des produits localement. Donc, il n'y a pas eu de baisse considérable dans ce secteur-là. Donc, on peut penser que le secteur, les baisses dans le secteur vont être variables, encore là, en fonction du secteur d'activité. D'autres entreprises, les ventes au détail aux États-Unis se sont maintenues, tandis que s'il y avait d'autres types de clientèle, que ce soit l'institutionnel, bien ça l'a complètement arrêté. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un impact négatif sur le total à la fin de l'année, mais ça ne sera peut-être pas dans notre secteur aussi prononcé que dans d'autres secteurs où carrément toute la production a été arrêtée. Même si on est touché dans le secteur de l'agroalimentaire, on est quand même demeuré un secteur essentiel et il y a quand même beaucoup de ventes qui ont été faites pendant la période. Donc, le secteur a été affecté, mais beaucoup moins que d'autres secteurs au Québec.
Donc, ici, juste pour terminer sur la dernier élément, c'est sûr que ce que ça l'a entraîné, que ça va entraîner, et pour le futur aussi, c'est les effets sur la chaîne de production. On vous avait entendu parler là, de manque de disponibilité de main-d'œuvre étrangère, surtout en agriculture. Maintenant, les chaînes de production où il y avait une intensité de main-d'œuvre, ça va être aussi. Il y a beaucoup de mesures de distanciation qui ont dû être implantées, augmentation des coûts. Donc, moi, ce que je pense qu'il va y avoir un effet là, à long terme sur ça, c'est que la productivité va varier d'un pays à l'autre dans la reprise parce que je pense que les mesures ne sont pas appliquées de la même façon d'un pays à l'autre. Le statut d'un pays versus un autre présentement, c'est très variable. Où est-ce qu'on est rendu dans l'échelle temporelle sur l'évolution du virus dans les différents marchés? Donc, je pense qu'on va avoir dans les prochains mois des écarts importants de productivité en fonction des pays concernés. En fait, ce que ça nous pousse à faire au groupe Export, le changement de la donne, c'est vraiment de se réinventer rapidement. On avait déjà dans le cadre de notre processus de planification stratégique qu'on est en train de compléter présentement, identifier des objectifs, des façons de se diversifier, d'avoir d'autres services que les salons commerciaux. Donc, il y a un paquet de choses qu'on doit mettre en place. Et ce que ça a fait, c'est qu'on a vraiment accéléré ces processus-là pour s'adapter à la nouvelle réalité. Donc, on voit que, en gros, quand il y avait déjà un lien d'affaires et que ça roulait depuis des années, dans la plupart des cas, surtout si c'est dans les détail, à moins que ce soit en restauration, on a observé le statu quo. Donc, ça s'est maintenu. Mais c'est sûr que ce n'était pas une période de développement pour les acheteurs qui sont moins agressifs à développer des nouveaux produits. Il y a pu avoir des changements de format. Il y a eu de l'adaptation de produits qui étaient destinés au détail pour le rendre un peu plus disponible pour le secteur d'alimentation au détail. Mais en gros, c'est vraiment plus difficile de mettre l'acheteur en contact avec le produit. Il y a plus de salons commerciaux. Déjà, les visites, les façons de se rencontrer face à face ont été limitées pour la plupart des détaillants, des acheteurs. Donc, c'est vraiment une période où il faut se réinventer. Il y a aussi peu de... Je pense que en général, là, on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de perturbations sur pas le transport, mais le dédouanement des produits. Je pense que le processus s'est fait de façon, très fluide. Et c'est parce que le transport de nourriture, c'est un élément et un service essentiel. Donc, il n'y a pas eu trop de perturbations de ce côté-là. Et ce que ça a entraîné aussi, c'est sur le développement de nouveaux produits. Il y avait beaucoup de produits qui allaient être lancés et tout ça a été reporté. C'est vraiment pas un bon moment pour lancer des produits. Il va falloir trouver des nouvelles façons de le faire et aussi le bon moment pour lancer des nouveaux produits. Donc, comme je disais, pour nous, il a vraiment fallu regarder comment on allait pouvoir aider les entreprises sans qu'elles puissent se déplacer
sans qu'elles puissent rencontrer des acheteurs dans des salons. Donc, on a vraiment travaillé pour développer beaucoup de nouvelles façons de faire. On est en train d'avancer notre stratégie de développement de diversification des exportations. On va identifier des marchés, établir des cohortes d'entreprises qu'on va aider sur plusieurs étapes pour, avec des présences locales, aider à vraiment développer une stratégie et développer des affaires pour les entreprises. Donc, quelque chose qui est vraiment c'est un accompagnement qui est plus appliqué et qui va nous permettre d'utiliser les ressources qu'on avait et aussi de permettre aux entreprises de développer leurs exportations sans avoir à se déplacer. Également, c'est sûr qu'on s'est penché sur la question du commerce en ligne. Beaucoup de gens ont été forcés à s'initier au commerce en ligne et nous, on a décidé là, de regarder les opportunités, aussi adapter nos plateformes de transport pour faciliter le lien entre les plateformes de commerce en ligne et la plateforme Novia. Et aussi, on travaille sur des nouveaux formats là, de rencontres virtuelles avec les acheteurs. Donc, c'est tous des projets qu'on avait à long terme, mais vraiment qu'on a dû s'y pencher tout de suite pour aider les entreprises. Si je reprends le point de la diversification, je pense que ça va être très important dans le contexte actuel de ne pas dépendre d'un seul marché et aussi, et non d'un seul segment de marché. On le voit ici, là, si on était concentré dans la vente à la restauration, comment tout peut chavirer là, en quelques semaines, où il y avait des entreprises qui fonctionnaient très bien, qui sont présentement en difficulté financière. Donc, je pense que l'importance de la diversification, que ce soit à l'extérieur du marché québécois, canadien et américain, mais aussi développer des canaux de vente dans d'autres pays, c'est très important de vendre en ligne versus en institution, restauration et commerce au détail également. Et aussi d'avoir un produit là, qui peut rejoindre une clientèle qui est très basse. Si on regarde le commerce en ligne, au Québec, dès la fin mars, les ventes en ligne ont connu une hausse de 160 pour l'alimentation et la restauration. Donc, c'est quelque chose, ça avait déjà débuté, mais quand on arrive à une situation où ça devient une nécessité, il y a plusieurs entreprises qui ont dû se lancer rapidement dans le secteur parce que c'était la seule façon pour eux de continuer à faire des affaires. Et aux États-Unis, les ventes en ligne ont quadruplé entre le 12 et le 14 mars par rapport à la même période l'an passé. Pour 40 des consommateurs s'agissait de la première expérience de commerce en ligne. Ce qu'on observe aussi, c'est que souvent, le commerce en ligne, c'était des utilisateurs plus jeunes, mais par nécessité, présentement, il y a énormément de personnes âgées qui n'étaient pas en mesure de sortir de la maison par confinement, qui se sont initiés au commerce en ligne pour leurs besoins alimentaires. Donc, il y a vraiment il y a un énorme changement de clientèle et même s'il y en a qui vont revenir au commerce au détail, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris l'habitude et que ça va demeurer. Donc, la clientèle, on le voit ici, qui était plus réfractaire à utiliser le commerce en ligne, est devenu un grand utilisateur par nécessité. Et au groupe Export, comme je disais, on a pris les bouchées doubles en s'assurant que la plateforme de transport Novia qui offrait des tarifs très compétitifs à nos membres
on a pu la lier à des plateformes de vente en ligne et même au système là, des différentes entreprises. Donc, c'est un projet qu'on a accéléré. Puis présentement, on est en train là, de faire des tests pour lancer ce service additionnel-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour les rencontres virtuelles également, on a dû s'adapter. Présentement, c'était une des seules façons de faire. On avait déjà un partenariat avec ECRM. Donc, on a amené les membres à utiliser ces services-là aussi. Le feedback est excellent là, jusqu'à présent. Donc, soit par les rencontres collectives ou des rencontres B2B individuelles. Donc, c'est une autre façon de faire des affaires. Ça sauve du temps. Ça vaut peut-être pas la proximité ou ce qu'on peut avoir dans une rencontre réelle avec des personnes, mais c'est quand même une façon de continuer à se développer. Aussi, on voit que par nécessité aussi, présentement, les salons virtuels sont un élément qui est très, très populaire avec... et ce qui reste à déterminer, c'est est-ce qu'il y a une plateforme qui va vraiment prendre le dessus sur les autres? Il y en a qui veulent développer leur plateforme. Chaque salon se doit d'offrir ou d'envisager d'offrir une portion virtuelle si on veut maintenir les activités. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on est en train de regarder. Donc, je vais arrêter ici pour la partie présentation, mais je pense que dans ces moments-là, c'est important, même si on se replie, on n'est plus au bureau. Je suis au bureau aujourd'hui pour la présentation, mais toute notre équipe est en télétravail, mais on a vraiment continué à travailler sur beaucoup de nouveautés pour être en mesure d'accompagner les entreprises à la reprise. On a développé, finalisé la nouvelle image de marque, notre plan stratégique, comme je disais, le lancement bientôt de transport de palettes par la plateforme Novia de commerce en ligne, notre stratégie de diversification et aussi par la même période qui vient de se terminer au 1er juin, on a relancé le programme SEB d'aide aux exportateurs, donc portion qui exclut les déplacements à l'étranger, mais on a déjà pour 4,5 millions de dollars de demandes de financement là, pour la première partie de l'année. Merci beaucoup, Martin. Merci pour ta présentation. On va inviter les gens on va avoir une toute petite période de questions. On va inviter les gens à poser leurs questions à travers le Q&A en bas ou dans le chat si jamais. Je vais tout de suite te poser une petite question, comme ça va entraîner les gens à en poser d'autres. On sait que le développement commercial dans l'agroalimentaire se fait beaucoup par les salons internationaux et puis les salons internationaux prennent une autre saveur aussi. Enfin, on s'entend qu'on parle de nourriture, de boissons, on a envie de goûter. Qu'est-ce que ça va changer dans cette nouvelle dynamique où il risque d'y avoir beaucoup moins de salons commerciaux et quelles sont vos recommandations, propositions, si on peut aller jusque-là? Je ne sais pas si vous en êtes rendu là. Mais... Bien, en fait, je pense qu'il va y avoir un ajustement à court terme. Moi, je vois que possiblement jusqu'à la fin de l'année 2020, ça va être plus difficile, peut-être l'année au complet, mais je pense que les gens vont aussi avoir le goût de reprendre, de resocialiser. Je pense qu'on le voit, là. Je pense que quand les restaurants vont réouvrir, il y a des gens qui vont se précipiter, il y en a d'autres qui vont rester craintifs, mais il y a quand même encore une clientèle de gens qui ont envie de reprendre les salons. C'est certain que ça va être un peu différent peut-être sur le nombre de personnes, sur, par exemple, les
mesures sanitaires, lavage de mains, distanciation, plexiglas, composantes virtuelles. Donc, je pense que l'industrie des salons, c'est trop important pour que ça soit un secteur en disparition. Par contre, les gens vont avoir pris des habitudes par nécessité pendant la pandémie et il y a d'autres formules qui vont fonctionner aussi. Et ce que je dirais, c'est ce qu'on essaie de faire présentement. Nous, on avait regardé d'autres façons de faire avec qu'on voulait mettre en place et qu'on est vraiment obligé de faire maintenant. Donc, si ce n'était pas des projets à long terme, ça devient une priorité à court terme pour donner une façon aux gens de continuer. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un impact sur l'industrie des salons, mais surtout pour la prochaine année. Et je pense que les gens vont avoir aussi envie d'y retourner. Puis, à un moment donné, ça va être derrière nous, puis on va reprendre nos vies normales. Et à ce moment-là, ben, on sera outillé encore plus, avec plus de moyens pour aider les entreprises. C'est sûr que la période de COVID a réussi une chose, c'est accélérer certains projets, surtout de digitalisation. On parlait d'e-commerce juste avant. Je pense que c'est une obligation. On n'arrêtait pas de le dire avant que avoir une présence en ligne, c'était utile. Maintenant, ça devient essentiel. Donc, on a une petite question. Je vais te la lire comme elle est, puis on verra si on a besoin de précision. Mais quelle est la situation ou les impacts pour les fournisseurs de services autour de l'agroalimentaire? Que vous avez une vision là-dessus ou une visibilité là-dessus, tout simplement. Les fournisseurs de services, en fait, je pense que ça va continuer, dépendamment du secteur de services également. Il y a des secteurs qui ont pu se maintenir parce qu'ils étaient présents en agroalimentaire. Si on regarde fabrication de boîtes de carton pour l'expédition, bien, les activités de ces fournisseurs de services-là se sont maintenues parce que c'est un secteur essentiel avec tout ce qui est agroalimentaire, pharmaceutique aussi. Donc, ça a permis d'être dans le secteur de se maintenir. C'est sûr que, puis on le voit parce que nous aussi, on est un fournisseur de services, par exemple, notre service d'étiquetage. On a vu que pendant les premiers mois, les premières semaines, ça l'a vraiment arrêté. Dans certains cas, les entreprises étaient arrêtées, travaillaient en télétravail, mais les entreprises n'avaient pas vraiment la tête au développement au début. C'est une nouvelle façon de faire, de s'organiser, d'organiser les ressources humaines, d'organiser la production, la façon de faire les ventes. Donc, ça a été le focus à court terme des entreprises. Et je pense que tranquillement, on le voit là, sur notre achalandage pour les demandes pour le service à l'étiquetage. Après, on avait une excellente croissance jusqu'en mars. Il y a eu vraiment une diminution dans les derniers mois. Et là, ça reprend parce que les entreprises, les gens se sont habitués à une nouvelle façon de fonctionner. Puis les projets qui étaient là, ils sont encore. On a encore des exigences réglementaires à rencontrer. Il y a encore des deadlines. Et là, il faut aller de l'avant en trouvant des nouvelles solutions. Donc, je ne pense pas que ça va changer. Et je pense que même étant donné que l'environnement est plus complexe, il y a peut-être même un petit peu plus de besoins qui étaient là et qui n'étaient pas là avant et qui le sont maintenant. Ben écoute, merci beaucoup de ton temps. On a encore quelques autres questions, mais ce qu'on fera, c'est on vous les fera parvenir par courriel et puis on y répondra, on fera un suivi par la suite. J'ai vu qu'il y avait une autre question, mais ce que je vais faire, c'est que cette question s'applique aussi à Ali, donc je la poserai juste après, juste pour un gain de temps. C'était sur la compétitivité des entreprises en agroalimentaire du Québec versus le Canada versus l'international. Mais ce qu'on pourrait faire, Martin, si ça te convient, on va discuter avec Ali et puis juste à la fin, pour reprendre les questions, tu te rejoindras à nous et comme ça, on aura une réponse à la fois de toi et d'Ali sur cette question. Est-ce que ça te convient? Excellent, ça va me faire plaisir. Parfait. Merci beaucoup encore, Martin, de ton temps. Et puis, on enchaîne tout de suite pour respecter le temps. Bonjour Ali.
Il reste ton micro à Bonjour ouvrir. Thibaut. Voilà, parfait. Comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup. Content de te revoir et content de te retrouver. Et surtout, je suis content de faire partie de ce 11e Café Export. Bravo. Ça nous fait plaisir de t'accueillir, Ali. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Petite contrainte de temps, tout ça, mais on a l'habitude. Écoute, présente-nous un petit peu Zinda. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos marchés export? Et un petit peu comment vous avez vécu la crise de votre côté? Quelles ont été les contraintes? Raconte-nous un petit peu tout ça et puis on va enchaîner par la suite. Volontiers. Donc, Zinda est le seul producteur de couscous canadien établi au Québec depuis 21 ans. Nos produits sont disponibles chez tous les détaillants québécois. Ils sont servis par des partenaires locaux qui servent des marchands d'ici soucieux tout simplement de satisfaire et de fidéliser une clientèle québécoise en forte demande de produits d'ici. Donc, il y a un sondage qui est sorti le 20 mai, 80% des Québécois aimeraient acheter des produits locaux. Zinda à l'international, chez Zinda, donc on vise d'abord le marché canadien et le marché américain, puis l'Europe, l'Asie, l'Australie et le Mexique. Notre atout majeur au niveau de l'export, c'est un mélange savoureux entre la qualité hors pair d'un blé canadien, et ça tu le sais, tu l'as déjà goûté, et un savoir-faire ancestral transmis depuis des générations. Donc, en termes de vente, le Canada représente pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires. Dans ce ratio, le Québec représente 36%. Donc, c'est essentiellement le détail et le food service. Les États-Unis, c'est un marché qui représente 40% pour Zinda. L'Europe, 6%. Notre objectif, c'est de profiter de l'accord économique commercial global pour multiplier ce ratio par 3 pour les les 2 années à venir. L'Australie, ça représente un 2,5% en termes de vente. Et puis, enfin, le Japon, 1,5%. Et juste pour oui. Compléter, Ali, donc du coup, vous êtes pas mal à l'exportation. J'ai eu la chance de visiter ton usine et on se pose, moi je me suis tout de suite posé la question, tu sais, pendant ce contexte de crise, comment vous faites pour gérer la production, l'approvisionnement, et puis qu'est-ce que ça a changé un petit peu pour vous, ce contexte particulier, à la fois sur la partie approvisionnement, production, puis aussi sur la partie vente. Là, j'imagine que enfin, tout le monde se dit que l'agroalimentaire va bien, qu'il y a eu beaucoup de ventes. Martin nous disait que c'était vraiment très hétérogène, qu'il y avait de tout, en fait, que c'était vraiment à géométrie variable. Donc, quelle est un peu ta réalité à toi? Il y a 2 aspects. Il y a le volet plan de contingence enfin, c'est pour tout le monde. Je pensais en parler plus tard, mais on peut en parler tout de suite. Au niveau plan de contingence, donc, nous, on vise à maintenir nos opérations, la continuité en fait de nos opérations. Au niveau des achats de matières premières, il faut garantir un approvisionnement régulier et en équilibre avec une demande qui explose due à la situation du Covid, une demande en produits secs essentiellement. Puis au niveau interne, ben c'est une gestion comme tout le monde, c'est une mise en place d'un protocole pour rappeler à tous les employés en permanence les règles d'hygiène, en termes d'hygiène, et ça, c'est en permanence. Le deuxième aspect, c'est la gestion au niveau des partenaires étrangers, donc la gestion des distributeurs. C'est plus délicat. La clientèle et les distributeurs, plus délicat. C'est dans un contexte pandémique et une situation économique incertaine, il faut continuer à être flexible commerçant, mais il faut aussi tout faire pour éviter les défauts de paiement, parce que c'est mortel au niveau des résultats d'une PME. Donc, nous, à notre niveau, c'est sûr que pour tous les nouveaux clients, donc c'est vérification de crédit, assurance crédit. Donc, encore faut-il, tu me diras, rentabiliser ces assurances crédit. Oui, il faut effectivement augmenter les ventes. Il faut aussi continuer en permanence à améliorer nos processus, même si ça fait 21 ans qu'on est là, pour réduire le coût. Parce que sans ça, on ne pourra pas être
flexible, compétitif dans un marché, par exemple, européen où il y a les Italiens, où il y a les Français. Donc, c'est de l'amélioration continue. Mais encore une fois, on a pas mal d'avantages. Le blé canadien est très réputé partout dans le monde. Et puis Zinda, aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux. C'est intéressant. Est-ce que on va y aller un peu dans le désordre et puis Oui, comment ça me vient, problème. ça sera peut-être plus fluide. Et moi, j'avais une question parce que j'ai vu passer une nouvelle sur votre positionnement chez Maxi. Est-ce que vous avez réussi à surfer sur cette vague un peu bleue du produit local? Et est-ce que ce produit local marche au Québec, au Canada? Et quel est l'impact sur les marchés étrangers aussi de ce retour, si tu veux, un peu aux produits locaux, encore que c'était une tendance? C'est une très, très bonne question. Et puis, je sais qu'on manque de temps, mais je tiens à remercier particulièrement à tous nos partenaires. Je remercie d'abord Groupe Export, représenté par Martin qui est là, Hicham, parce que c'est des gens extraordinaires qui sont très engagés et qui supportent en continu les producteurs d'ici. Donc, nous, on y est membre et on est très fiers. Je remercie aussi Aliments Québec parce qu'ils font un travail extraordinaire et puis ils le font depuis toujours, pas juste dans le contexte actuel, pandémique actuel. Donc, Aliments Québec, tout à l'heure, quand je parlais de clientèle québécoise solidaire et en forte demande de produits d'ici, 80% des Québécois recherchent des produits du Québec. Et c'est quoi la contrainte? Quand on parle de produits locaux, c'est le coût, c'est les prix, mais non, quand on a des produits locaux de meilleure qualité et qui sont offerts à un prix moins cher que des produits d'importation, ben là, je me retourne vers nos partenaires, les détaillants, les distributeurs, pour dire vous avez tout ce qu'il faut, une demande forte, une clientèle solidaire, une qualité extraordinaire. Donc, faisons tous un effort pour faire passer le ratio. Quand vous m'avez posé la question de Zinda, j'ai répondu Zinda, c'est 50% au Canada, 36 au Québec, mais si tu ramènes sur notre chiffre d'affaires total, le marché du détail québécois, c'est 21%. Et tu fais bien de citer l'initiative, le poste chez Loblaws ou chez d'autres, chez IGA ou chez Metro. Donc, c'est des partenaires depuis toujours. Je sais que ce n'est pas évident de continuer à voir les gens, les gestionnaires des bureaux chefs, mais chacun doit faire de son côté ce qu'il peut pour répondre, encore une fois, à une demande très forte en produits locaux. Et nous, on est disponible, on l'a toujours été, on est là pour supporter. La qualité, c'est indéniable, personne ne conteste la qualité québécoise de produits québécois. Les prix, on est moins cher. Et puis au niveau service, il y a eu des plannings promos qui ont été mis en place. Et puis de toute façon, nous, on les avait mis en place, ça fait quelques années, vu la progression en termes de part de marché, de tout ce qui est MDD, tout ce qui est private label. MDD, pour ceux qui ne savent pas, c'est marque de distributeur. Des marques privées. Marque privée. Du coup, ça fait une bonne transition sur mon prochain point qui est sur, on a eu dans un des cafés export précédents, la Petite Bretonne, qui nous parlait des stratégies de marque blanche versus marque principale. Est-ce que Zinda, vous faites uniquement de la marque Zinda ou est-ce que vous faites aussi de la marque blanche? Et quelle est, sur les marchés internationaux, la stratégie en fait? Les marques privées répondent à une tendance mondiale, une tendance de marché qui est beaucoup plus accentuée en Europe, puisque en Europe, on a 64% des clients qui achètent en private label ou en MDD, aux dépens des marques nationales. Au Canada, c'est un peu moins, c'est beaucoup moins, je dirais. Les marques privées représentent 18,6%, mais quand vous ramenez ça, ces marques privées sont souvent mises en avant par les détaillants avec des promos. Donc, si tu ramènes ça représente grosso modo un 25%. Donc, Zinda, c'est un producteur mixte. On fait nos propres marques, notre propre marque et on fait aussi toutes les marques privées. Tu as cité Loblaws, c'est indéniable. Pleasant Choice au Canada, c'est le numéro 1. Donc, tout le monde en achète. Donc, dans la catégorie couscous, par exemple, et quinoa, Pleasant Choice, c'est Zinda qui fabrique ces produits depuis toujours. Irrésistible pour Metro, c'est la même chose. C'est un peu ironique. J'ai même des compétiteurs, je ne vais pas les citer, européens, des gros joueurs mondiaux que toi tu connais, qui sont sur nos tablettes québécoises et canadiennes. Leur produit, c'est fait par Zinda.
Donc, c'est dire à quel point on fait confiance. C'est un système très rigoureux de gestion. C'est des contrôles en permanence, et tant mieux. Donc, et c'est ça mon point, moi, par rapport à MDD. Donc, il faut juste faire attention. Oui, pour les MDD, encore une fois, on est un producteur mixte. Il faut juste faire attention au niveau de la qualité. Donc, il y a des cahiers de charges à respecter, et puis il y a les origines. Donc, une MDD qui est faite sur place au Québec avec la matière première québécoise, ben, c'est sûr et certain que ce n'est pas la même qualité qu'une marque privée qui est faite ailleurs. Et sur les marchés d'exportation, tu parlais des États-Unis, du Mexique, oui, de l'Europe et puis de l'Australie. C'est quoi là, vous y allez en marque propre, vous y allez en tant que Zinda, ou vous essayez de trouver des partenaires qui vont faire de la MDD de la même façon? Les deux. On y va avec les deux. En Europe, par exemple, depuis 1 an, l'année dernière, je pense qu'on en avait parlé en privé, toi et moi, l'année dernière, par exemple, Zinda, il est déjà présent avec la marque Zinda, et en plus, le Zinda organique, le biologique, ce qui est difficile. C'est difficile de se positionner en Europe, dans un marché allemand, par exemple, au Danemark ou en France, avec un produit biologique dans le contexte actuel qui vient du Canada. Et pourtant, on y est. Donc, c'est la preuve qu'en Europe, ils sont très friands d'abord, oui, du bio. Les Allemands, c'est les premiers consommateurs au niveau du bio, mais ils sont aussi très exigeants. Je dirais même encore plus exigeants qu'en Amérique du Nord. Et pourtant, on y est, mais on fait également des marques privées. Donc, dans le même pays qui est la France, on fait des marques privées. Tipiac, c'est fait par Zinda. Perle des Tipiac, par exemple. Et nous en sommes ravis et fiers. Je dirais que le ratio, il dépend. Ça varie entre 20 et 60%, si c'était ça essentiellement ta question. Donc, ça dépend des marchés, mais on y est entre 20 et 60%. Et votre choix, à l'origine, il se fait par opportunité, ou vous dites, sur ce marché-là, il est déjà saturé en termes de marque privée, je préfère y aller en marque blanche parce que ça va être plus facile d'entrer? On suit la demande des clients, on répond à la demande des clients. Sur le marché américain, il y avait des demandes en MDD, on y est allé. Il y a des gens qui demandaient une marque, notre propre marque. Donc, Zinda a eu notre marque, Casablanca Gardens. Ça appartient à Zinda depuis 21 ans. Donc, et puis, on y est présent aux États-Unis avec notre propre marque qui est Casablanca Gardens. L'Europe, on a été avec Zinda parce qu'il y avait une opportunité. Maintenant, oui, s'il y a une demande qui vient des détaillants européens, comme par exemple le cas en Allemagne ou au Danemark, où on a eu la demande juste pour du private label, on a fait du private label, tout simplement. Sinon, les industriels. Et ça, c'est un autre volet. Et petite dernière question avant d'enchaîner sur les questions de l'audience. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire soit dans le chat, soit dans le Q&A. Un peu la même question qu'à Martin. Je me pose la question. Comme ça, l'industrie agroalimentaire repose quand même beaucoup sur les salons internationaux, les salons, la dégustation, etc. Même les j'ai perdu le terme, mais les happenings un petit peu dans les magasins pour faire goûter le produit. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. C'est quoi un petit peu ta vision et vos stratégies de retournement pour continuer à faire la promotion de Zinda, mais tout en étant en osmose un peu avec ce contexte de distanciation, d'attention à l'hygiène sanitaire, etc. Encore une fois, le contexte très particulier actuel, donc il y a eu, oui, une forte demande en produits secs, mais il y a eu son lot, et il est accompagné de son lot de mésaventures. Des paiements, ça a explosé. Et puis ça, c'est partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, même en Europe. On a eu quelques mésaventures partout, mais ça fait partie du jeu. Donc, on s'est dit, on va juste focuser d'abord sur nos clients existants, sécuriser ces productions, s'assurer avec ses partenaires de très longue date, Zinda, ça fait 21 ans, de sécuriser leurs commandes, nos approvisionnements. Puis au niveau de tout ce qui est nouveaux clients, les médias sociaux, les réseaux, Groupe Export, les partenaires, ça, on y va cas par cas. Donc, nous avons bons espoirs. Je pense ça va tout le monde espère que d'ici septembre, ça va redémarrer. Donc, c'est sûr, parce que c'est vital. C'est vital pour un manufacturier de présenter de la nouveauté, de faire goûter ses produits. Mais en attendant, parce qu'on ne peut pas
se disperser. On focus d'abord sur la base. On s'est dit, si on arrive déjà à augmenter nos parts de marché chez nous au Québec, avec nos produits du Québec, qui sont vendus par des marchands du Québec, ça serait déjà un gros succès parce que tous les ingrédients sont là, tous les partenaires sont là sur place. Donc, d'abord, faisons bien chez nous et après, avec l'ouverture et avec le lancement, la réouverture des salons, ben oui, on ira encore chercher de nouveaux clients et puis c'est un processus. Donc, si je comprends bien, en fait, la crise vous a permis ou vous a obligé, entre guillemets, à vous refocuser un petit peu sur le Québec pour repartir plus fort après vers l'international et redynamiser vos marchés. Écoute, on a quelques questions, donc je vais prendre les questions de l'audience. Peut-être on peut remettre Martin, Jérémy, parce qu'il y a des questions qui sont un peu plus génériques et un peu plus générales. Je vais peut-être, vu que tu es là, Martin, poser une question. On nous pose une question sur quel type de produits s'exporte vers l'Asie du Québec dans l'agro. En fait, est-ce que vous avez une tendance générale? Et puis, si tu n'as pas la réponse là-dessus, on peut répondre dans un second temps. J'ai la réponse. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que le principal demeure le porc, la viande de porc avec les marchés du Japon et de la Chine qui sont présentement, juste pour le Canada, des marchés de plus d'1 milliard de dollars d'exportation chacun. Donc, ça serait le principal, mais il y en a vraiment beaucoup. Si on pense sirop d'érable, soya pour la fabrication, fruits de mer. C'est sûr que j'en passe aussi de couscous, mais il y a des plus petits, volumes. Il y a des dynamiques aussi de volume comme porc, soya, fruits de mer, sirop d'érable. Quand on arrive dans un produit transformé au détail, c'est vraiment plus. On vend des petits sachets en épicerie. Là, ça devient plus complexe. Ça demande plus d'efforts. Donc, il y a vraiment une variété de produits. Chocolat, tout ce qui est canneberge séché aussi. Il y a beaucoup de ventes en Asie. Donc, c'est vraiment. Il y a énormément de secteurs qui vendent vers ces marchés-là, avec certains qui sont dominants en termes de volume et de valeur. Donc, je pense que si on regarde, si on regarde l'Asie, c'est pas un marché pour moi. Il y a vraiment des préférences. Si on parle Japon, Chine, Corée, Vietnam, c'est tout en Asie, mais c'est des contextes culturels, économiques qui sont vraiment différents, mais c'est un continent où moi, je trouve qu'on mange extrêmement bien. Les gens recherchent la nourriture de qualité. Donc, pour des produits de qualité en Asie, il y a de la place. C'est sûr que le Japon en est un qui est peut-être... en fait, qui est difficile à pénétrer au départ, mais quand on est établi au Japon, il y a quelque chose à long terme qui peut se bâtir. La Chine, il y a un potentiel. Le potentiel est énorme également. Donc, vraiment beaucoup de produits qui sont exportés. Parfait, merci beaucoup Martin. Ali, tu avais un petit complément sur la question. Je voulais rajouter dans le même sens qu'au Japon, nous, on y est présent depuis 3 ans et c'est grâce à Groupe Export. Donc, un gros merci encore une fois. Puis cette année, par exemple, on double de chiffre d'affaires. Puis ça rejoint ta question tout à l'heure. On y est allé avec notre propre marque Zinda. Et puis cette année, on fait aussi en marque privée. Donc, pour nos clients là-bas. Très intéressant. Je vais juste vous poser, on n'a pas le temps, mais je vais le faire quand même. Donc, je vais vous demander une réponse très, très courte, même si la question va être un peu spécifique. Qu'est-ce qu'on vous… on pose une question sur le PTPGP, mais je vais l'élargir un petit peu avec l'entrée en vigueur de la CEOM au 1er juillet. Est-ce que pour vous, c'est des accords qui vont permettre de développer de nouveaux marchés, augmenter les parts de marché des produits canadiens, québécois sur ces marchés?
C'est quoi votre vision par rapport à ces nouveaux accords commerciaux? Enfin, le PTPGP, ce n'est pas très nouveau, mais ça le vient quand même. Donc, c'est quoi un petit peu votre vision là-dessus? Et puis, je suis désolé, mais je vous demandais une réponse de 30 secondes chacun. Donc, ça va vous demander un peu de challenge, je suis désolé. Martin, tu veux commencer? Oui. En fait, dans un accord de libre-échange, pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas juste la réduction des tarifs. C'est sûr que c'est important, ça rend le produit plus accessible, mais c'est le rapport compétitif avec nos principaux concurrents. C'est certain que si on regarde sur le Japon, sur tous les pays qui sont membres du CPTGP, on avait un avantage sur les États-Unis dans la dernière année. Dans certains secteurs, on a pu en profiter. Alors maintenant, ce que ça a comme impact avec les États-Unis ont aussi un accord de libre-échange avec le Japon, c'est que ça va amoindrir notre avantage compétitif. L'Europe a aussi des accords de libre-échange, donc ça nous permet de ne pas tomber en arrière. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Dans le cas de la Corée, c'est ce qui s'est passé. Le Canada a perdu des parts de marché sur la Corée. Donc, ça nous permet de rester compétitif et de ne pas tomber en arrière. C'est sûr que ça varie d'un secteur à l'autre, mais il y a toujours une dynamique de prix. Alors, si on est en mesure sur ces marchés-là d'avoir des réductions de tarifs, ça le rend plus accessible aux consommateurs asiatiques. Super, merci beaucoup. Ali? Rapidement, en 15 secondes, moins que 30, notre grand derrière moi, M. Ricardo Larrivé, je vous invite à aller visiter et voir cette vidéo, googlez-la, du couscous du Québec, de Zinda. Puis, on est les meilleurs, c'est pas prétentieux. Pour une fois, on a la meilleure matière première au monde, on a un bon savoir-faire. Martin parlait de réduction de coûts, on est très compétitif grâce aux divers programmes du gouvernement, grâce aux divers, à la contribution de différents organismes et partenaires. Donc oui, on est le meilleur, allons-y, ça va bien aller pour tout le monde. Super. Ben, il me reste à vous remercier tous les deux. Il est 11 heures. On ne va pas faire plus longtemps. On ne va pas vous prendre plus de temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Martin. Merci, Ali, de vous être joints au 11e Café Export. On va conclure très rapidement en remerciant encore une dernière fois nos partenaires, donc EDC, la presse, Développement économique Canada et le Québec à travers le ministère de l'économie et de l'innovation. Et je vais vous dire à la semaine prochaine avec des nouveautés. La semaine prochaine, on va parler d'entreprises vertes, donc avec Ecotech, avec d'autres entreprises, 2 entreprises qui vont venir nous parler de leurs produits sur un petit peu le marché des entreprises dans l'économie Ecotech, donc des technologies vertes. Merci à tous d'être venus au Café Export et je vous dis à la semaine prochaine.